Bonsoir à tous, vous m'entendez bien? Bon, je suis Alice Bourguet, on s'est déjà rencontré avec certains d'entre vous, certains étudiants. Donc, je suis consultante au sein du cabinet Synaxia Conseil et je suis accompagnée ce soir de Mathieu Groseni, associé du cabinet Synaxia Conseil, et de Axel Petit, expert en fraude au sein de l'entreprise Shift Technologies. Donc, on est ici ce soir pour vous présenter une conférence sur le sujet de la fraude en assurance. Je vais vous présenter le déroulé de la présentation. Donc, avant de présenter le déroulé de la présentation, je voulais juste, on souhaitait remercier l'ENAS de nous laisser l'opportunité de réaliser cette présentation ce soir dans le cadre de notre partenariat école-entreprise. Et bien sûr, vous remercie vous tous d'être ici et d'assister à cette présentation. Donc le déroulé de la conférence est le suivant. Je vais d'abord vous présenter le cabinet Synaxia Conseil. Je laisserai ensuite la main à Axel Petit qui vous présentera donc Shift Technologies. Mathieu Groseni exposera ensuite les résultats du livre blanc 2021 sur le sujet de la fraude en assurance. Et donc Axel Petit reprendra la main pour nous partager son expertise sur les tendances et outils de lutte contre la fraude en assurance. On aura ensuite un moment d'échange dédié si vous avez des questions à nous poser, on essaiera d'y répondre. Donc, quelques mots sur Synaxia Conseil avant de vous présenter les résultats de notre livre blanc 2021. Donc, nous sommes un cabinet de conseil spécialisé en stratégie et organisation et on intervient auprès d'entreprises du secteur de l'assurance, donc des assureurs, mutuelles, courtiers. Notre cabinet a été fondé en 2017 sur la base de 3 valeurs que sont l'écoute, le travail d'équipe et l'excellence. Donc ce sont des valeurs qui nous sont chères et donc qui nous animent au quotidien, que ce soit lors des missions que l'on réalise chez nos clients, mais également sur les réalisations du cabinet telles que les livres blancs que l'on élabore donc chaque année. Donc notre équipe de 15 consultants, quelques-uns sont présents ici ce soir, est intervenu au cours de ces 5 dernières années auprès de 12 clients sur plus de 50 missions et de par notre positionnement en stratégie et organisation, nous souhaitons accompagner nos clients sur toute leur chaîne de valeur. Donc, c'est-à-dire sur tous les maillons de cette chaîne de valeur. Donc, à travers, on réalise des missions sur tous ces maillons, des missions par exemple aussi bien de stratégie et organisation. Par exemple, on a pu accompagner une mutuelle sur toute la réflexion, la déclinaison, la formalisation et la déclinaison opérationnelle d'une feuille de route, de projet ou d'un plan de transformation. On réalise également des missions d'innovation et marketing. Donc, de la même manière, auprès d'assureurs ou mutuelles, on les accompagne sur la conception de nouvelles offres ou de nouveaux produits à destination donc des adhérents, des assurés. Après cette partie de conception d'offres, on les accompagne également sur la distribution du coup de ces offres, donc que ce soit à travers des missions de refonte d'une stratégie de distribution ou de modernisation d'un parcours client par exemple. Et enfin, après les avoir accompagnés sur toutes ces phases et sur toute cette chaîne de valeur, on les accompagne également donc sur toute la partie pilotage de ces missions, à travers par exemple la gestion de projet et donc la mise en place des feuilles de route dont je parlais précédemment, donc gestion de projet ou encore pilotage de ces plans de transformation. En plus de cet accompagnement et nos missions que l'on réalise chez nos clients, nous souhaitons leur apporter des réponses ou des pistes de réflexion sur des sujets d'actualité du secteur de l'assurance, des sujets qui peuvent les préoccuper et donc analyser le comportement des Français sur
sur ces sujets d'actualité. Et donc le livre blanc de l'année 2021 portait sur les comportements des Français, notamment en matière de fraude. C'est donc ce que Mathieu vous présentera par la suite. Mais donc avant, je passe la main à Axel pour qu'il puisse nous présenter Shift Technologies. Bonsoir à tous. Donc Axel Petit, je suis donc référent fraude auprès de Shift Technologies. Quelques informations, pour commencer, pour vous présenter Shift. Donc on est un éditeur de logiciels qui a pour but de solutionner, en tout cas d'apporter des solutions globalement aux problématiques des assureurs. Donc on est uniquement dédié au secteur de l'assurance, et ce depuis 2014, donc depuis la fondation. À l'heure actuelle, et ce depuis le début, donc notre siège social est à Paris, mais il est important de rappeler qu'on a 10 bureaux internationaux, qu'on verra sur la carte de la slide suivante. Actuellement, on a plus de 135 clients dans le monde, donc tous des assureurs, de petits assureurs, des assureurs plus importants, des consortiums d'assurance, on le verra également juste après. Tout ça pour dire qu'on a une expérience globale du métier de l'assurance, que ce soit au niveau de la fraude, en tout cas de la détection de fraude, de l'automatisation et au-delà de ça, de problématiques, je dirais, plus générales touchant les compagnies d'assurance. Nos solutions, qui sont basées en particulier et en intégralité, je dirais, sur l'intelligence artificielle. Et pour faire fonctionner cette intelligence artificielle, on va avoir des experts métiers dont je fais partie, mais également des data scientists. À l'heure actuelle, on a plus de 200 data scientists chez nous, donc chez Shift, tous bureaux confondus, qui sont intégralement dédiés au secteur de l'assurance, donc ils font que de l'assurance. Vous pouvez les challenger sur qu'est-ce que c'est qu'un accident avec un tiers responsable, qu'est-ce que c'est qu'une convention. C'est des personnes qui vraiment ont un background et une expérience et un savoir assurance. Tout ça pour générer des alertes qu'on envoie à nos clients qui soient les plus pertinentes possibles, de sorte de leur permettre de traiter au mieux des problématiques antifraude. Donc, comme je vous le disais, on a une présence mondiale croissante. Donc, notre marché historique, ça reste l'Europe. À l'heure actuelle, donc, on a plus d'une soixantaine de clients dans plus d'une dizaine de pays. Comme je vous le disais, on peut avoir des mutuelles d'assurance, des assureurs plutôt axés santé, d'autres plutôt axés IARD, des grands groupes internationaux, l'Amérique du Nord et Amérique du Sud, l'Asie également. Et des consortiums ou des associations d'assureurs avec lesquels on travaille. Je pense notamment à l'Alpha ou l'IFB, donc qui est l'équivalent de l'Alpha au Royaume-Uni. Dernier point également, donc on travaille régulièrement avec des partenaires, donc partenaires stratégiques que vous retrouvez également chez un grand nombre de compagnies d'assurance. Ce qui nous a permis au total, important de le rappeler, d'analyser un petit peu plus de 2,6 milliards de polices et de sinistres depuis notre origine. Donc, pour schématiser, donc on va répondre aux problématiques des assureurs sur différentes lignes de métier, donc l'auto, la santé, l'habitation, le voyage, la prévoyance, la vie, l'assistance et des problématiques un petit peu plus commerciales, avec à chaque fois des solutions adaptées vraiment aux besoins. Donc on va avoir notre solution historique qui va être la détection de fraude. On a également des solutions qui nous permettent de détecter la fraude à la souscription. Donc l'idée étant de dire la détection de fraude, c'est qu'une fois que le sinistre est arrivé, vous allez détecter une fraude potentielle. Avec la souscription, en tout cas avec l'analyse de la souscription, l'idée étant d'attraper le fraudeur, ou en tout cas le potentiel risque de fraude avant qu'il passe à l'acte. Également de nettoyer le portefeuille si on se retrouve avec des risques qui n'auraient pas forcément lieu d'être dans le portefeuille. On analyse également donc, les documents, donc factures, relevés d'informations, tout ce qui peut avoir trait aux documents dans le cadre d'un sinistre. On travaille également sur les recours, la LCBFT, donc lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Encore une fois, l'idée étant de couvrir le panel total, ou en tout cas le spectre total des problématiques que peuvent rencontrer les compagnies d'assurance. Là, je vais passer la main à Mathieu.
Bonjour à tous. Alors juste avant de commencer, je voudrais juste partager que pour moi c'est une fierté d'être là. Parce que quand j'étais petit, je voulais rentrer au Centre national des arts et métiers et on m'a dit non à l'époque. Et aujourd'hui on me dit oui, donc je suis content. Voilà, ceci étant dit, pour faire la poursuite de la présentation, on va partager ensemble un des sujets sur lesquels on a travaillé l'année dernière et sur lequel on travaille beaucoup encore. L'approche qu'on a de nos études, c'est-à-dire chaque année, on essaie de trouver un sujet d'actualité important de manière à pouvoir présenter à nos clients, nos prospects et à des étudiants, comme aujourd'hui, finalement, quels sont les besoins de clients, de Français, en fait, de revenir un peu à la base. Et dans toutes les études qu'on fait, donc ça c'était la 5e année, on essaie d'aller demander finalement l'avis des Français sur des besoins. On a fait sur la relation client, on a fait sur les RGPD, et là effectivement on va partager la fraude. Alors l'idée de la présentation, c'est pas que vous repartiez comme expert de la fraude, hein, c'est bien l'objectif, c'est plutôt de mieux la comprendre. Donc on va regarder ensemble finalement essayer de comprendre les pratiques des Français en matière de fraude et finalement quels sont les leviers qu'on va pouvoir partager aujourd'hui pour limiter ces comportements. Donc d'abord, on va se poser la question de finalement quelle est la connaissance des Français en matière de lutte contre la fraude ou de la fraude. On va aussi regarder l'ampleur, alors j'ai pas peur de le dire, l'ampleur de ce marché. Quelles sont les pratiques les plus courantes en matière de fraude ? On va utiliser le mot quelles sont les motivations à frauder, j'ai bien dit motivation. Quels sont les leviers qui peuvent permettre justement de limiter ces comportements de fraudeurs ? Et puis pour terminer, quelle est l'appétence des Français à lutter contre la fraude ? Et un dernier point sur finalement quels sont les profils, puisqu'en fait dans le cadre de ces études, on récupère énormément de données, et en croisant un peu les données, on arrive à identifier des profils clés pour bien identifier qui ils sont et comment on peut les aider à moins frauder. Juste un point de détail en termes de méthodo. Pour faire cette étude, on s'est appuyé évidemment sur un institut de sondage. Donc, on a pris un échantillon représentatif, 800 personnes, et en fait, c'était un questionnaire qui se remplit en ligne, non pas en face à face, mais en ligne. Et comme à chaque fois, autant on demande l'avis des Français, mais aussi on croise ça avec finalement les assureurs par rapport à ce sujet, où ils en sont aujourd'hui. Et pour nous, c'était incontournable aussi dans le cadre de cette étude de travailler avec Shift, qui est un des experts de ce sujet sur le marché aujourd'hui, comme il l'a décrit tout à l'heure. Alors je vous sens impatient de rentrer dans le vif du sujet, donc on y va. Donc on va se poser cette première question finalement, est-ce que les Français connaissent la fraude en assurance ? Je vais vous faire une première réponse un peu de Normand. Je vais vous dire oui et non. En fait, dans un premier temps, je vous dis non. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand on leur pose la question de est-ce que vous connaissez les conséquences de la fraude, il y en a déjà 1 sur 10 qui est incapable, enfin 1 sur 10 qui connaît en fait l'impact et le montant financier de la fraude, du marché de la fraude. Pour vous donner un exemple, ils nous ont dit sur le marché, ça doit être des milliers d'euros, certains ont répondu des millions. Aujourd'hui, le chiffre à peu près exact qui est communiqué par l'Alpha, c'est 2,5 milliards. Ils n'ont pas tout compris encore. La plupart ne connaissent pas les sanctions. C'est quand même mieux quand on fraude de les connaître. Et là, c'est un peu plus loin, mais 4 Français sur 10 seulement connaissent des moyens pour lutter contre la fraude. Là où on se rend compte qu'il y a encore une grande méconnaissance, c'est que la fraude aujourd'hui, elle peut se faire à l'entrée, donc à la souscription, ou à la sortie en cas de sinistre. Aujourd'hui, pour 6 Français sur 10, elle se fait au niveau du sinistre. Par contre, ils sont conscients que ça peut les impacter, c'est-à-dire que 9 Français sur 10 pensent que ça va impacter leur cotisation. C'est-à-dire que si on fraude, il y a un impact l'année d'après sur le montant de leur cotisation. Le constat qu'on a fait, nous, en fait, c'est qu'aujourd'hui, dès que ça nous touche directement, c'est un peu la philosophie de vie, mais dès que ça nous touche directement, on voit ce qui se passe, mais la vision d'ensemble, ils ne l'ont pas sur la fraude.
pour poursuivre, je vous disais tout à l'heure, quelle est l'ampleur de la fraude en assurance? Et là, vous allez voir, on va y aller crescendo. Et j'espère qu'en partant ce soir, vous retiendrez ce chiffre qui est assez intéressant sur finalement l'ampleur de ce marché. Quand on leur pose la question clairement, est-ce que vous avez déjà fraudé? Il n'y en a que 2% qui nous disent oui. Donc on les appelle un peu des fraudeurs assumés. Quand on creuse un peu et qu'on leur propose des situations concrètes en leur disant face à ces situations, est-ce que vous avez déjà fraudé? Alors là, déjà, ils sont 11%. C'est-à-dire qu'on leur a dit, est-ce que vous êtes allé chez l'opticien et vous êtes fait plaisir un peu plus que prévu? Je ne regarde personne dans la salle. Est-ce que vous avez modifié votre arrêt de travail? Bref. Donc là, on monte un peu plus, on est à 11% de fraudeurs. Et après, quand on leur pose la question, est-ce que par le passé, vous avez hésité à frauder? Ou est-ce que, si vous pourriez frauder, vous frauderiez? Ben là, du coup, on s'aperçoit que 11% ont déjà hésité et 2% le feront dès qu'ils en auront l'occasion. Donc ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, et c'est ce chiffre qu'il faut retenir, on a aujourd'hui quasiment 22% de population à risque qui fraudent ou qui pourraient frauder. Donc je compte sur vous pour en parler ce soir, chez vous, à la maison, à l'apéro, n'hésitez pas, parce que c'est vraiment un chiffre important. On parle de 1 Français sur 5. Et quand on échange avec les assureurs, en fait, on s'aperçoit que ce chiffre est complètement d'actualité. Il y a encore 3-4 ans, les assureurs avaient plutôt 10-15% de fraudeurs, selon eux, dans leur portefeuille, et que la crise Covid n'a pas arrangé tout ça. Elle favorise même. Et donc, c'est plus entre 20 et 25% aujourd'hui, les chiffres qu'ils nous communiquent quand on échange avec eux. Alors, je poursuis sur les pratiques des Français en termes de fraude. Là, il y a des trucs sympas. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, la fraude, elle peut se faire à la souscription ou au sinistre. Donc là, on a quelques exemples. Soit je donne de faux renseignements, soit je prends l'identité de quelqu'un, soit je fais de la fraude multi-assurance. Je vais donner un petit exemple, j'anticipe sur la partie sinistre, mais fraude multi-assurance, c'est le principe de je vais souscrire le même contrat chez plusieurs assureurs. Il y en a un qui s'est fait plaisir, parce que comme on travaille pas mal dans ce milieu-là, on peut voir parfois les cas, je peux en parler assez librement. Il y a quand même des choses incroyables. Il y a quelqu'un qui un jour, enfin pas qu'un jour, puisque 3 fois de suite, en fait, il a brûlé sa maison à cause de sa friteuse. Et 3 fois, il s'est fait rembourser sa maison à cause de sa friteuse. Pourquoi? Parce que, à l'origine, je vais prendre 3 contrats à 3 endroits différents. Les assureurs ne se parlent pas plus que ça, même si ça commence à se mettre en place. La 4e fois, il s'est fait avoir. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il répondait. En fait, à chaque fois, c'était le même scénario. C'est-à-dire qu'il mettait sa friteuse en route et il partait faire des courses. C'est vrai que quand on fait des frites, on va faire les courses à côté. Et la 4e fois, par contre, c'est pas passé. Moi, je l'aime bien cet exemple, mais il y en a plein d'autres comme ça. Et comme je vous disais tout à l'heure, on a aussi évidemment des sinistres au moment des fraudes au moment d'un sinistre. 4 ressortent: opportunistes, exagérés, provoqués et falsifiés. Opportuniste, ça va être « j'ai déjà eu un dommage, j'ai déjà été remboursé, je vais faire une 2e déclaration ». Exagéré, c'est « j'ai un sinistre, je ne vais pas hésiter à rajouter plusieurs pièces justificatives. Par exemple, je sais pas, j'ai eu un dégât des eaux, je vais rajouter des choses qui n'étaient pas pour me faire rembourser, un ordi, un canapé. » Le provoquer, c'est-à-dire que là, carrément, il n'y a pas eu de sinistre, je l'invente. Et le falsifié parle de lui-même. Et là, c'est pareil, je repense à un exemple aussi, c'est aussi pour vous donner une illustration de jusqu'où ça peut aller. On a eu l'exemple d'un kiné qui avait pris plusieurs contrats, qui a fait des faux arrêts de travail auprès de ses différents assureurs, qui s'est fait donc rembourser les indemnités journalières par les différents assureurs. Jusque-là, à la limite. Et donc, il a quand même continué son activité. Et à côté de ça, il allait à la salle de sport faire de la muscu. Et comment est-ce qu'ils l'ont eu? Par les réseaux sociaux.
À force de faire des selfies à la salle de sport, ils se sont dit mais c'est pas une blague, hein, je vous assure que c'est vrai. Mais du coup, ça veut dire d'où l'importance de sociétés aussi comme Shift, enfin, je dis pas là parce que faire de la pub, mais l'importance de pouvoir croiser toutes ces données, puisqu'aujourd'hui un assureur il travaille avec son portefeuille de contrats et de sinistres. Donc imaginez un truc pareil, déjà il faut être très fort, d'où l'importance de ces sociétés qui sont là pour croiser les données et mettre à disposition toutes ces alertes. Et c'est ça aussi qui est beau, je trouve, c'est que quand on les interroge, alors après j'ai pris des exemples exprès un peu gros, c'est que pour 6 sur 10, tout ça c'est pas volontaire. Bon, il faudra qu'on m'explique quand même l'histoire. Alors, quand on a fait l'étude, nous, ce qui nous intéressait de savoir, c'était finalement quelles sont les raisons ou les motivations qui vont inciter à frauder. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec les données qu'on a pu avoir, c'est que ce ne sont pas les mêmes en fonction de 2 types de profils. L'assuré fraudeur et l'assuré honnête. Le fraudeur, il va principalement frauder pour être mieux indemnisé, soit payer moins cher sa cotisation, soit être mieux remboursé. Il y a d'autres exemples, mais c'est ce qui ressort le plus. Alors que l'assuré honnête, lui, il va frauder parce qu'il a eu une déception ou qu'il a été mal accompagné par son assureur. Pour nous, ce sont des informations très importantes parce que ça veut dire qu'il y a un levier pour éviter que certaines personnes pensent à frauder. Alors après, il y a d'autres raisons qui peuvent expliquer, je l'ai dit tout à l'heure, 7 Français sur 10 pensent que la crise Covid a accentué le fait de frauder. Et ce qui est intéressant, ce qui est ressorti aussi, c'est que la moitié pense qu'il y a un décalage entre le produit tel qu'il est affiché et les réelles garanties derrière. Ça me fait penser par rapport à ce que disait Alice tout à l'heure. En fait, on travaille avec des réseaux de distrib, avec des conseillers commerciaux, des chargés de clientèle. Et un des constats qu'ils font aujourd'hui, alors je sors un peu du cadre, mais c'est lié, un des constats qu'ils font aujourd'hui, c'est que l'assuré ou le prospect qui va venir en agence ou qui va appeler, il est très pressé. Il n'est pas dans l'écoute. Il vient d'acheter sa voiture, il veut son contrat. Il vient d'acheter sa maison ou louer une maison, il veut son contrat. Et donc, ce que nous disent la plupart des réseaux, c'est « j'ai pas le temps d'exposer les limites, j'ai pas le temps d'exposer les alertes. » Ils viennent, ils veulent leur contrat, ils n'écoutent pas. Et souvent, ces mêmes personnes-là qui sont vite venues chercher leur contrat, quand il y a un sinistre, ils ne comprennent pas les franchises, ils ne comprennent pas les garanties. Et donc, pour nous, tout cela est lié, en fait, d'où l'importance aussi de la communication, de l'échange en direct et à la base de la relation client. Et quelque chose aussi qui est très surprenant, c'est, je vais faire un peu le vieux qui parle, on ne va pas parler de la montée d'Internet, mais plus ça va, plus on fait tout en ligne. Et en fait, ce qui est constaté, c'est que bien souvent, il y a une méconnaissance, en particulier de l'assurance. Donc je vais souscrire quelque chose rapidement, mais je ne sais pas ce que j'ai souscrit. Et c'est le même constat que nous faisaient pas mal d'agences, quand je dis agence, c'est réseau d'agents ou commerciaux, où en fait, bien souvent, ils souscrivent en ligne, et quand ils ont un gestionnaire au téléphone ou un conseiller, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas compris les garanties qu'ils ont souscrites. Donc ils sont obligés de recréer un contrat. Mais ça se passe quand justement il y a un échange. D'où le 5 sur 10 qui est pour nous très intéressant. Alors, on va essayer d'être positif, on ne va pas laisser la fraude comme ça avancer. On a essayé de regarder finalement s'il y avait des leviers pour limiter ces comportements frauduleux. Alors on en a trouvé 3. Le premier, c'est la sanction. Bon, c'est la base, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que pour la moitié des Français, si le fait d'annuler le sinistre, c'est-à-dire je refuse de prendre en charge votre sinistre, ou d'annuler le contrat, c'est des choses qui sont acceptables. Le deuxième, on en a un petit peu parlé, mais ça vient des Français, c'est-à-dire de mieux expliquer les conséquences de la fraude sur le contrat. C'est-à-dire d'être en capacité de bien expliquer les répercussions possibles en cas de fraude. Et là, on est à plus de 6 Français sur 10
qui pensent que c'est nécessaire, et plus de 6 Français sur 10 qui pensent qu'il faut mieux expliquer les mécanismes de l'assurance. C'est quand même énorme. On va acheter un truc, on ne sait pas à quoi ça sert. Mais pour nous, ce sont des informations super intéressantes. Il n'y a que moi qui m'enflamme, là, j'ai l'impression. Et le troisième, qui est de mettre en valeur les bons comportements. C'est-à-dire que, alors moi celui-là il me plaît, c'est-à-dire que pour 45%, donc pratiquement la moitié, il faudrait dire « Ah ben c'est très bien, vous n'avez pas fraudé, vous êtes des grands garçons très sympas, ou filles, peu importe, et donc on valorise le bon comportement de ne pas avoir fraudé. » En fait, moi, c'est quand même dingue. Maintenant, on a un comportement normal, il faut le valoriser. C'est comme si je vous disais, vous, en tant qu'étudiant, vous avez un examen, vous n'avez pas triché, eh bien, je vais vous mettre une bonne note. Vous ne seriez pas d'accord. Bon, vous avez tous 15 sur 20, c'est bon. Et le dernier point, c'est une question qu'on s'était posée, nous, en fait. La communication, en fait, de l'assureur. Est-ce que c'est une bonne idée de communiquer sur la fraude ? Eh bien là, la réponse est non, puisque, pour la plupart, ça dévaloriserait l'image de l'assureur, et pour d'autres, ça ferait penser que, tiens, la fraude, elle existe. Et c'est intéressant parce que même dans nos échanges avec les assureurs, ils en sont aussi arrivés à ce constat. Donc aujourd'hui, ils sont plus à essayer de faire de la communication segmentée, voire personnalisée sur ce sujet, pour pas trop afficher et éviter justement ces dévalorisations d'image. Alors, pour aller plus loin dans la réflexion, on a essayé de voir si les Français seraient prêts à contribuer à la lutte contre la fraude. Avant de rentrer complètement dans le sujet, la base pour le faire, il faut avoir accès à la donnée. Aujourd'hui, ce n'est pas encore possible. Et donc, on a voulu savoir s'ils étaient prêts à partager leurs données personnelles. On constate qu'encore aujourd'hui, c'est très sensible, puisque 4 Français sur 10 seraient prêts à partager leurs données, justement pour la détection de cas de fraude. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dans le cadre d'une autre étude qu'on a fait il y a 4-5 ans, on avait posé à peu près la même question, c'était dans le cadre du RGPD, et en fait, on était à 2 Français sur 10. Moi, je préfère voir le côté positif, comme quoi ça augmente, parce que de toute façon, si on n'a pas accès aux données personnelles, on ne pourra pas faire grand-chose. On a posé la question aussi par rapport à l'usage des réseaux sociaux. Bon, je pense que le kiné dont j'ai parlé tout à l'heure, il est content, lui s'est fait avoir, mais en tout cas, aujourd'hui, par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux, c'est encore faible. On est à seulement 4 Français sur 10 qui seraient OK pour, justement, permettre d'utiliser ces données pour lutter contre la fraude. Alors, pareil, sur le sujet de l'usurpation d'identité, est-ce qu'ils seraient prêts à utiliser un peu les nouvelles technologies, comme la reconnaissance faciale ? On est presque à 1 Français sur 2, donc je pense que sur ce point-là, avec les nouvelles techno, avec ce qu'on fait aujourd'hui on accède à son compte en reconnaissance faciale, je pense que ça va s'accélérer, mais c'est encore un peu faible. Par contre, quand on leur propose d'utiliser des outils où ils ont un réel gain très court terme, typiquement j'ai un sinistre chez moi, je le prends en photo ou je fais une vidéo, là on sent tout de suite une appétence et une envie d'utiliser ce genre d'outils parce qu'ils voient tout de suite que le remboursement va aller bien plus vite. Et donc, pour terminer, je vous disais tout à l'heure, avec toutes ces questions qu'on pose, et les 800 personnes, on a une base de données assez importante, et je reconnais 2-3 dans la salle d'ailleurs. Non, c'est pas vrai. Et ça nous permet justement, nous, ce qu'on aime bien faire, c'est d'essayer d'identifier différents profils, parce que bien souvent, pour bien répondre à une personne, il faut bien la connaître, d'où le fait de segmenter et d'être le plus proche possible du comportement. Donc on a une matrice en deux, avec la partie abscisse qui est finalement le niveau de nuisance, plus je vais vers la droite pour l'assureur, et la partie ordonnée qui est, moi en tant qu'assureur, le niveau d'effort que j'ai à poursuivre pour le ramener dans le droit chemin. Alors, le premier profil, c'est le fraudeur pardonné. C'est
l'assuré tête en l'air. Lui, il est très gentil, mais vraiment. C'est-à-dire qu'il ne fait pas exprès. Il va se tromper, il va souscrire pour aller plus vite, ou il va déclarer un sinistre pour aller plus vite, il ne va pas répondre à certaines questions, pas dans l'idée de frauder, mais parce qu'il veut aller vite. Donc ça, c'est le genre de profil où il faut l'accompagner lorsqu'il est en train de faire son acte en ligne. Il faut lui dire, attention, là, les erreurs possibles sont les suivantes. Le complice. Alors, le complice, comme son nom l'indique, c'est celui qui va se faire influencer par un membre de sa famille ou un professionnel. Bien souvent, ça peut arriver qu'un professionnel propose, on parlait tout à l'heure de l'optique ou autre, si tu fais comme ça, c'est mieux pour toi, etc. Et donc, il va se faire influencer. Je réfléchis parce que je pense à un cas, par exemple, on a eu un exemple où c'était je crois que c'était un couple. La dame avait eu un arrêt de travail. Elle l'avait donné à son mari, donc un vrai arrêt de travail, et elle l'avait donné à son mari, qui à son tour l'avait falsifié. Et du coup, il avait pu aussi lui se mettre en arrêt de travail. Bon, les principes de couple intéressants. Mais voilà pour vous donner un exemple. Et l'opportuniste, alors je ne me rappelle pas de tous, du coup je regarde un peu mes fiches. Oui, l'opportuniste, alors lui, comme son nom l'indique, il va profiter de toute situation pour exagérer un sinistre. C'est-à-dire que dès qu'il peut, il va tenter de frauder. Alors, ce qu'on a remarqué dans ce profil-là, c'est que, en fait, il n'en veut pas à son assureur, mais il le considère absent. Et ce profil-là, on pense que pour le ramener un peu dans le droit chemin, il faudrait lui communiquer les sanctions possibles et valoriser son bon comportement. Alors, le déçu. Alors lui, c'est celui qui, justement, a eu une déception, comme son nom l'indique. Il se sent délaissé par son assureur et il fraude même presque pour se venger. Donc là, on est clairement aussi sur un sujet où on peut actionner le fait de recréer une relation client pour reprendre de la confiance et, j'ai envie de dire, le ramener dans le droit chemin. Le calculateur. Alors lui, il a une approche ROI dans tout ce qu'il fait. J'ai investi une cote, une cotisation, je paye. Donc même si je n'ai pas de sinistre, il faut que je récupère dans l'année. Ça veut dire que cette personne-là, il faut la ramener un peu dans le droit chemin en lui expliquant en fait les mécanismes de l'assurance. C'est-à-dire si tu continues à avoir ces attitudes-là, tu paieras plus cher ta cote. Peut-être pas de manière aussi importante que s'il n'avait pas fraudé, mais voilà. Et pour terminer, on finit en beauté. Le serial fraudeur. Là, on est sur un profil où justement, ce sont des organisations, il y a même des entreprises, si je peux me permettre. Même si nous, dans le cadre de notre étude, on n'a pas eu accès à ces gens-là, forcément, ils ne se sont pas rendus disponibles pour répondre. Mais il faut savoir qu'il y a des bandes organisées qui existent pour bien traiter la fraude. Et d'où l'importance, et ça me permet de faire le lien justement avec Axel, d'où l'importance de bien suivre ces personnes-là, de bien suivre les comportements, de croiser les données pour les repérer. Parce que les ramener dans le droit chemin, ça me paraît compliqué. Parce qu'ils en ont fait un métier, mais voilà. Donc je vous propose maintenant de passer à la troisième ou quatrième partie. Merci Mathieu. Alors moi c'est vrai que ça me fait penser justement à un cas assez particulier que je rencontre assez souvent. Donc maintenant quand je rencontre des gens pour la première fois dans un dîner, un café, quoi que ce soit, je dis plus que je travaille dans la fraude. Parce que si vous saviez le nombre de fois où on m'a dit j'ai un bris de glace, j'ai passé la tondeuse, ou voilà, mon fils a tapé dans la vitre, etc. Tu saurais pas comment on fait pour se faire indemniser, ce qui est assez gênant, on va dire.
Donc tout ça pour vous dire que c'est quelque chose qui est assez commun, qui est dans la culture et malheureusement les gens n'ont pas la connaissance de la gravité des conséquences qu'il peut y avoir derrière la fraude. Donc, ce que je vous propose, c'est de détecter, ou en tout cas de vous montrer les tendances actuelles qu'on a détectées chez Shift, ainsi que de vous montrer quelques outils qu'on va utiliser justement pour en détecter le plus possible et aider les assureurs à lutter contre cette problématique. Donc au niveau des premières tendances, alors ça va reprendre exactement le cas du serial fraudeur. Moi j'ai coutume de dire que la fraude, elle évolue en même temps que la société. La fraude d'il y a 10 ans, c'est pas la fraude d'aujourd'hui, ou en tout cas pas exactement la même, et la fraude dans 5 ans, ce ne sera pas exactement la même que ce que vous avez à l'heure actuelle. Tout simplement parce que vous aviez 15 ans plus tôt, il n'y avait pas forcément Snapchat. Pardonnez-moi ceux qui sont plus experts que moi sur Snapchat, mais dans l'idée, Snapchat à la base c'est pour partager des photos, des vidéos, ce que vous voulez de manière personnelle. À l'heure actuelle, il faut savoir qu'il y a des gens dont c'est le métier, entre guillemets, ou en tout cas dont c'est l'activité, et qui vont, au lieu de partager des photos ou une vidéo, ils vont partager un constat de complaisance. Donc un constat de complaisance, c'est je remplis automatiquement un constat et puis je le diffuse à grande échelle et automatiquement je suis le responsable de X sinistres auprès de différentes compagnies. On a ça aussi avec les ordonnances médicales dernièrement. Donc voilà, sachez que la fraude évolue avec la société, avec la digitalisation de notre société et avec les pratiques qu'on peut avoir. On a également l'arrivée puis l'extension des néobanques. Les néobanques, donc ça va être vraiment des banques à l'inverse des banques traditionnelles, donc des banques uniquement en ligne ou sans face à face, en tout cas sans bureau physique. Le fait d'être client d'une néobanque, ça ne fait pas de vous un fraudeur. S'il y a des personnes qui ont une néobanque, un IBAN néobanque dans la salle, vous ne vous sentez pas du tout visé. Simplement, on s'est rendu compte que le fait d'avoir une néobanque, en tout cas les fraudeurs de manière générale avaient plus souvent une néobanque qu'une banque traditionnelle. Donc ça, c'est un indicateur qui est un peu mis en exergue chez nous et qui est une vraie problématique chez les assureurs parce que vous avez des contrôles qui ne sont pas faits de la même manière chez une néobanque, une banque en ligne, que chez une banque traditionnelle. Je vais prendre un exemple concret, sans citer de société ni de marque, mais à l'heure actuelle, vous pouvez ouvrir un compte bancaire directement auprès d'un buraliste. Je ne cible pas du tout la formation des buralistes, mais je ne suis pas persuadé qu'ils soient experts en documents ou en vérification d'identité. Donc en gros, vous pouvez ouvrir directement un compte bancaire auprès d'un buraliste en 5 minutes. Vous avez un compte bancaire à votre nom, vous percevez une indemnité parce que vous avez monté un sinistre, vous clôturez le compte bancaire et on n'en parle plus. On a également, comme ça a été mentionné au préalable, la problématique Covid, avec la fermeture de sociétés ou de perte d'emploi, perte de salaire également, baisse de salaire. Donc forcément, ça vous touche au portefeuille. Donc vous allez essayer de trouver des mécanismes pour essayer de vous renflouer ou en tout cas d'avoir une rentrée d'argent. Les réseaux. Donc les réseaux, on verra un cas très concret par la suite. On va avoir des réseaux professionnels, entre guillemets, avec des tiers récurrents. Donc les tiers récurrents responsables, ça va être un petit peu le cas des constats de complaisance. Donc ça va être, en gros, moi, Axel Petit, j'ai causé 5 sinistres à des assurés de l'assureur A sur un laps de temps de 6 mois. Et après, je vais faire pareil chez un assureur B, C, etc. Ça, on le découvre, malheureusement. Ça se généralise, en tout cas, ça se démocratise de plus en plus. Pour les blessés également, donc on a un petit peu la facilité de dire, tu sais, moi quand j'ai eu un accident de la route, j'ai dit que j'avais mal au cou, on m'a donné une indemnité, on n'a pas forcément cherché à vérifier si j'avais vraiment mal et quelle était la gravité de ma blessure. Là, la prochaine fois que tu as un accident, dis que tu as mal, dis à la rigueur que tu transportais papy, mamie ou une autre personne, et puis ça te permettra d'avoir un petit forfait. Donc ça, malheureusement, c'est quelque chose qui existe de plus en plus. Et enfin, donc on va avoir des fraudes au niveau réseau sur des professionnels, en particulier sur des garages qu'on va dire sensibles. L'idée étant de dire, on va être en mesure, en tout cas chez Shift, de dire de manière générale sur la commune de A,
le pourcentage de choc avec un animal, enfin en tout cas chez un carrossier, le pourcentage de choc avec un animal sauvage est de 10%. Or, on a ce carrossier-là qui a 50% de ses réparations qui sont dues à des chocs avec animaux sauvages. Bon, ça peut être intéressant pour un assureur, après en tenant parti du fait que voilà, le garage Intel est peut-être plus situé vers une forêt ou dans une zone, on va dire, boisée, et auquel cas, ce serait logique qu'il y ait plus de sangliers que le garage ou la carrosserie située un petit peu plus loin. Mais en tout cas, l'idée est vraiment de détecter et d'alerter sur des comportements qui varieraient par rapport à un comportement habituel chez un père. Et enfin, donc ça c'est quelque chose qu'on a détecté assez récemment, donc le fait que les gens utilisent de plus en plus pour frauder des adresses email jetables. Donc j'ai mis Yopmail en particulier, mais il y en a un certain nombre. L'idée étant que vous créez ça rentre un petit peu dans l'idée de vous créer une fausse identité. Donc vous créez un compte Yopmail ou d'un autre hébergeur, vous ne pouvez pas émettre d'email et c'est un email entre guillemets temporaire. Donc l'idée étant de, voilà, je me crée une fausse identité ou je me crée une identité qui n'est pas forcément transparente. Et pour vous donner un cas très concret, pour avoir discuté avec un assureur d'un grand groupe français, ils ont fait une extraction il y a un mois à peu près. Ils avaient identifié 40 sinistres, en particulier avec des comptes, avec des adresses email Yopmail. Sur ces 40 sinistres, ils en avaient investigué, en tout cas, ils avaient fait une investigation poussée sur 20. Et sur les 20, il y en avait 16 qui étaient des fraudes prouvées. Et donc l'assureur m'a dit clairement, moi quand j'ai un compte Yopmail, quand j'ai un assuré qui a une adresse mail Yopmail, il n'y a pas une relation de confiance entre moi et cette personne-là. Parce que c'est trouble et c'est pas gérer le schéma habituel. Donc je vous parlais d'un réseau, donc ça c'est un cas concret d'un réseau qu'on a détecté en France il y a un mois et demi, sur la base d'IBAN identiques. Donc toutes les petites, toutes les têtes entre guillemets, c'est des personnes différentes, donc qui vont être reliées les unes entre les autres, soit par un IBAN qui est partagé, donc un IBAN identique, par un téléphone, etc. L'idée étant de dire, là dans le cas concret, c'est pas Axel Petit avec sa femme, son fils, sa tante, son frère. C'est plus complexe que ça. C'est Axel Petit qui habite à Paris, qui a tel âge, Mathieu qui habite à Marseille, qui a tel âge, Alice qui habite à Brest, qui a tel âge. Donc des personnes qui n'ont rien en commun, entre guillemets, à première vue, mais qui partagent le même compte bancaire et qui vont, 2 mois après la souscription du sinistre, enfin en tout cas après la souscription du contrat, déclarer un sinistre. Et systématiquement, ils vont répéter le même modus operandi. Et ça, c'est un cas qui a été évalué par l'assureur, à environ 80 000 € à peu près, ce réseau-là. Pour vous parler actuellement donc, des nouveaux risques liés au processus d'automatisation, donc l'idée étant, comme Mathieu le disait, de gérer de plus en plus vite, parce que les gens sont de plus en plus pressés, on est dans des problématiques digitales de plus en plus. Donc on va chercher vraiment chez les compagnies d'assurance à automatiser le plus possible, et ça va générer des risques. En soi, donc on peut avoir la dissimulation d'antécédents. Donc forcément, si vous parlez à un robot ou si vous faites directement votre souscription ou votre déclaration de sinistre par Internet, vous n'avez pas d'interaction humaine, en tout cas une interaction humaine qui va être limitée. Donc vous avez la possibilité de dissimuler des antécédents, donc de ne pas dire ce qui vous dérange, entre guillemets, de cumuler des indemnités sur un événement qui serait déjà survenu dans le passé, éviter certaines questions, en tout cas les questions qui vous embêtent, d'essayer d'obtenir un gré à gré, donc en répondant de telle ou telle manière pour suivre un petit peu le chemin qui vous amène vers le gré à gré. Les contradictions, les changements, il n'y a pas d'interaction humaine, donc je dirais c'est un petit peu problématique. On peut avoir des tiers responsables également, une indemnisation sur un bien qui aurait déjà été volé ou endommagé par le passé, donc potentiellement le téléphone modèle Intel de marque Intel, on s'est déjà fait indemniser dans le passé, et puis là on remet le couvert en se disant ça va passer tranquillement. Et enfin, donc le fait de ne pas avoir de documents à fournir, parce que de plus en plus les assureurs veulent de la gestion proactive et très rapide, le fait de ne pas avoir de documents à fournir, pour vous, vous fraudeur ou potentiel fraudeur, c'est intéressant parce que vous n'avez pas à vous créer de documents ou de falsifier potentiellement un document, donc comme on l'a vu avec un arrêt de travail.
Donc chez Shift, on a deux grandes je dirais, parties d'analyse des données. On a les données internes, donc les données internes à la compagnie, donc les données contrats, les données sinistres, donc voir si on détecte des choses anormales de comportement, par exemple, dans les données internes à la compagnie. Mais on a également les données externes, donc ça c'est les données qui sont tierces à la compagnie, qui sont en accès libre. Et donc vous avez une liste non exhaustive des données externes avec lesquelles on travaille. Donc notamment en automobile, on va aller regarder les petites annonces en ligne. Donc l'idée étant de dire, voilà, cette personne, elle déclare un incendie, son véhicule incendié. C'est dommage parce que cette personne, ça faisait 1 mois ou 2 semaines qu'elle cherchait à vendre son véhicule. Bon, c'est peut-être pas de chance, mais en tout cas, l'assureur, ça va l'intéresser. Le registre national de VTC, l'idée, ça va être de détecter chez les assureurs qui n'assureraient pas des profils professionnels, de détecter des chauffeurs Uber ou des chauffeurs Cabify et autres réseaux comme ça. Les réseaux sociaux, je vais pas y revenir. On travaille également avec les campagnes de rappel de véhicules émises par la Commission européenne. Des statistiques démographiques sur les ménages français, donc ça va être techniquement les statistiques de l'INSEE. À l'intérieur de ça, on va travailler avec ce qu'on appelle le fichier des personnes décédées. Alors le fichier des personnes décédées, c'est un fichier qui est totalement libre d'accès, vous pouvez y accéder maintenant ou juste après. Vous avez la possibilité de voir que telle personne, avec ce numéro de sécu, elle a une date de décès enregistrée à telle date. Alors pourquoi c'est intéressant ? C'est intéressant parce que potentiellement, si la personne en assurance vie, elle vous dit mon père est décédé et qu'en fait il n'est pas dans le fichier, vous bloquez le versement du capital. Si la personne vous dit mon père, en gros, elle vous donne pas de signe de vie, mais que le père est décédé depuis 3 ou 4 ans, la rente elle continue de se verser. Et en IRD, en auto ou en habitation, l'intérêt étant de laisser éventuellement mon grand-père qui a un bonus à 50%, payer la cotisation alors qu'il est décédé dans le passé. Donc ça, c'est des choses en fait que nous, on va automatiser, on va envoyer des alertes aux assureurs pour leur permettre de gagner du temps et, encore une fois, de leur faire une plus-value sur des problématiques qu'ils ne pourraient pas détecter de manière individuelle. En habitation, donc, on va travailler en particulier donc, sur la presse, donc regarder si... par exemple, dans le cadre d'un incendie, certaines fois, donc sur le courrier local de Picardie ou autre, on va dire ce bâtiment-là était abandonné depuis 6 mois, il a brûlé. C'est intéressant parce que l'assuré en question n'avait jamais mentionné qu'il avait quitté les lieux. On peut également avoir des photos et voir que c'est un petit peu dans un état, on va dire, douteux. Google Maps, avec la Satellite View, je ne vous ferai pas le rappel de ce qui se fait également au niveau du gouvernement pour détecter les piscines, etc. Nous, on va regarder en particulier les toitures qui auraient été endommagées préalablement, en préalable du sinistre. Les transactions notariales, ça va être regarder si on n'a pas un assuré qui va déclarer un incendie sur une propriété qui a été achetée il y a peu de temps, mais un prix au mètre carré très en dessous de la moyenne. Ça, c'est intéressant pour l'assureur. Également, pour la partie RPP, donc règle proportionnelle de prime, l'assuré va déclarer... qu'il avait une maison il assure sa maison de 100 mètres carrés. Or, sur la transaction notariale, on se rend compte que la maison, elle a été vendue pour 200 mètres carrés. Bon, il y a un petit delta et ça peut être intéressant d'avoir cette information-là pour l'assureur. Et enfin, donc les impacts de tempête, les impacts de foudre, les tempêtes, les données météo. On avait un cas, par exemple, en Belgique l'année dernière, en juillet-août, avec les grosses inondations qu'il y avait sur la région de Liège. De montrer clairement, si on suit le cours de la Meuse, de dire là concrètement il y a un problème parce que quand on regarde le cours de la Meuse, toutes les personnes, en tout cas toutes les déclarations de sinistres qui interviennent dans un périmètre de 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, ça peu importe, c'est légitime et en tout cas c'est plausible qu'il y ait eu que l'eau soit arrivée jusque chez eux. Par contre, celui qui se retrouve, si vous avez la Meuse qui est ici et vous avez un seul point ici qui vous déclare un sinistre de catastrophe naturelle, là il y a un problème. Et l'idée c'est vraiment de montrer ça de manière visuelle pour que ce soit très parlant pour l'assureur et que lui il aille vraiment faire une investigation poussée auprès de cette personne qui est très largement, on va dire, au-delà de la Meuse. Et enfin, je voulais vous partager un dernier exemple de données externes sur lesquelles on travaille. Donc c'est avec une application qui s'appelle Strava. Pour ceux qui connaissent ou pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application qui vous permet, si vous êtes un
un cycliste ou si vous faites de la course à pied, de partager vos courses et de dire voilà, moi c'est le petit, j'ai fait un trail de 100 km hier, c'était fantastique et je poste des photos. Là, sur ce cas précis, on a une personne en fait qui était au volant d'un véhicule type 4x4, qui a eu un gros sinistre. En tout cas, son véhicule a été déclaré en perte totale, donc le véhicule est plus en état de rouler entre guillemets. Donc ça suppose que la personne a une blessure assez conséquente. Et en fait, on se rend compte, donc sur la partie droite, juste en dessous de 2.46.12, vous avez l'activité par mois de cette personne, donc l'activité cycliste. Et en fait, vous vous rendez compte que son activité cycliste, elle n'a pas diminué suite au sinistre. Et c'est une personne qui habite, alors je crois que c'est en Savoie ou en Haute-Savoie, donc sur le principe, il ne fait pas des tours sur le parking sur du plat. Donc ça, c'est intéressant pour un assureur de dire, en gros, lui, il a été fortement blessé, mais il continue d'avoir une activité sportive de haut niveau. Eh bien, écoutez, c'est tout pour ma partie. Je suis à votre disposition et Mathieu également pour les questions. Allô? Merci beaucoup. Donc bonjour, donc Valentin en Master 2 à l'ENAS. J'avais une question, parce que durant la conférence, on a beaucoup parlé d'après la fraude. Moi, je voulais plutôt parler en amont, parce que comme au niveau des statistiques, on a pu voir, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas forcément le contrat. On sait que généralement, le contrat d'assurance, c'est un contrat où le risque, on ne veut pas entendre parler, on veut vite signer. Et commercialement, il y a une concurrence assez forte. Est-ce que vous pensez, que la dernière fois, on avait reçu ici le président directeur général de Leocare, et justement, ils avaient mis en place des messages pour prévenir, refaire des piqûres de rappel à leurs assurés. Oui, vous avez tant de garanties. Est-ce que vous pensez que pour lutter en amont de la fraude, c'est le bon sujet ? Ça fait partie. Ça marche ? Oui. En fait, ce qui se passe, c'est que on voit une évolution justement de l'importance d'être présent en amont. Mais comme l'a dit Axel, ou comme je ne l'ai pas dit assez clairement, aujourd'hui, ce qu'il faut arriver à faire, c'est à faire discuter des entités au sein d'une compagnie d'assurance qui n'ont pas les mêmes objectifs. C'est-à-dire que le commercial, il va vouloir vendre, et le juriste ou le conformiste, peu importe, lui, il va mettre toutes les barrières possibles et inimaginables pour vendre. Il y a quelques années, quand on travaillait sur des offres, sur des conceptions de produits, autour de la table, il y avait le marketing et le commercial. Maintenant, de plus en plus, je ne dirais pas qu'il y a toutes les directions, mais on écoute beaucoup plus ce que va dire le juridique, ce que va dire le conformiste. On va faire en sorte que ça se parle pour dire, attends, si moi, juriste, je te demande de mettre cette alerte-là à ce moment-là, c'est pas juste parce que je veux te montrer que je connais tous les articles. Et donc, il y a un vrai sujet, je ne sais pas si je suis clair dans ma réponse, mais il y a un vrai sujet pour faire en sorte qu'il y ait une écoute et un vrai échange pour ok, toi tu veux vendre, mais moi je suis là pour te dire que tu ne vas pas vendre n'importe quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne veux pas parler de bons et mauvais risques, ce n'est pas du tout ça, mais on est en train de réfléchir à des parcours de vente différents en fonction de scoring qui permettent d'envoyer vers tel ou tel parcours pour bien identifier le profil et éviter justement les cas de fraude qui se répètent après. C'est surtout parce que je ne parle pas des gros sinistres, que là on a eu beaucoup de gros sinistres, je suppose que c'est des dommages importants généralement où c'est repéré. C'est vraiment en fait des dommages, on sait que le risque évolue en fonction des âges, et généralement je prends un contrat habitation par exemple. Une personne va l'avoir pendant 20 ans, son style de risque évolue en fonction du temps, et généralement les assureurs traditionnels ne font pas forcément des récaps du contrat. Et justement ce que je voulais dire, c'est
est-ce qu'on pourrait justement éviter cette fraude en amont en faisant des récaps, des petits messages ou des choses comme ça Ah, mais pour même rappeler plus les que ça. garanties Il faut aller plus loin. Enfin, moi, je partage votre point de vue. De toute façon, aujourd'hui, et nous, c'est des sujets sur lesquels on se bat et où on a envie, un échange annuel, juste un petit échange de quelques minutes de ce qui s'est passé, voire même de proposer un contrat avec un avenant à la baisse. Ouh, là, je dis une énorme connerie, là. Mais imaginez, on vous appelle pour vous dire, écoutez, vous avez tel contrat aujourd'hui, franchement, vous payez beaucoup plus que ce qu'il faudrait. Prenez ce contrat-là. Je sais que ça paraît un peu fou, mais là, on gagne 4-5 ans derrière. Et normalement, il y a une information qui part de chaque assureur chaque année, puisque c'est obligatoire, elle est faite. Il y a un beau document qui part. Mais aujourd'hui, le problème, c'est la surcharge aussi. Côté gestionnaire et côté commerciaux, ils n'ont pas le temps de le faire. Mais j'ai pas envie de dire on va revenir à l'ancienne, à la base, mais de temps en temps, c'est pas mal. Donc, quand vous dites la petite alerte qu'il faudrait faire, bien sûr, il faut utiliser tous les canaux possibles pour échanger et vraiment créer, enfin, même avoir cette relation de confiance. Vous êtes encore jeune pour voir que vous n'avez pas de contact avec votre assureur, mais nous, dans les études qu'on fait, bien souvent, on pose cette petite question parce qu'on aime bien avoir l'info. L'info qu'on a aujourd'hui avec notre assureur, il est super, hein. Il est le prélèvement automatique qu'on a tous les mois, je pense sympa, perdre de l'argent, ou au moment du sinistre. Donc au moment où on en a vraiment besoin, où on est inquiet. Donc aujourd'hui, il y a ces deux moments qui ressortent. Et à chaque fois, ils font mal. Instaurer, et en plus, on le voit bien, ils n'ont pas le temps de le faire, mais il faut qu'on trouve des solutions pour qu'ils le fassent et même perdre du temps pour le faire. Tu prenais l'exemple de la Belgique. Il se trouve que moi, je vis en Belgique. J'ai pris un contrat d'assurance. Au bout d'une semaine, j'ai un appel de l'assureur. Oui, bonjour, monsieur Groseni, oui. Vous allez bien? Oui. Et votre contrat, ça se passe bien? Bon, ça fait qu'une semaine. Je dis oui, ça va, ça se passe bien. Et j'attendais la suite. Mais non, juste pour savoir si vous avez bien trouvé les fonctionnalités dans votre espace adhérent. J'ai raccroché, j'ai halluciné. J'ai appelé tout le monde. Mais, petit appel de cocooning, rien que ça. 15-30 jours après la souscription, on crée une relation. Bon, après, tous les mois, je vois que ça sort quand même, hein, mais c'est pas grave. J'ai répondu à votre question ou... Oui, partiellement. Donc, en fait, est-ce que vous pensez réellement qu'il y a un lien de causalité entre la fraude et la mauvaise information des assurés via ces problématiques-là? L'étude le dit quand même. C'est quand même hallucinant que la plupart qui viennent souscrire ne savent pas ce qu'ils souscrivent. Et pourtant, je peux vous dire que pour faire de la double écoute, quand on voit ce qu'ils disent les commerciaux, ils l'expliquent. Ils ont un devoir de conseil. Ils expliquent les franchises. Maintenant, on n'écoute pas. C'est au moment où on a le sinistre qu'on voit « Ah ouais, merde, pourquoi j'ai les 500 € là ?» T'as signé, mon gars, là, il y a 2 ans, t'as signé. Et je te l'ai expliqué. D'ailleurs, tu l'as signé que je te l'ai expliqué. Donc il y a un vrai sujet de clarification. Ça fait des années que ça dure. Donc aujourd'hui, la difficulté, c'est que on est seul, souvent, à souscrire face à son écran. Donc on en rajoute une complexité. Et le vocabulaire, il n'est pas simple. Enfin, vous êtes bien placé pour le savoir. Il n'est pas simple, le vocabulaire d'assureur. J'ai répondu plus que partiellement ou pas? Oui, c'est bon, merci. Je vais laisser les autres parce qu'il y en a qui sont impatients. Merci. Donc Thibaut Garnier, je suis aussi en Master 2 avec Valentin. Et j'ai une question qui est un petit peu complémentaire. Est-ce que c'est pas les assureurs ou alors le marché qui a provoqué l'augmentation de la fraude? Alors, je m'explique. On voit depuis des années qu'on a des produits qui sont de plus en plus complexes, en tout cas je parle des produits de retail, avec de plus en plus de garanties, de plus en plus de couverture, mais aussi pour des prix de plus en plus compétitifs. Donc à la fois on a un biais cognitif dans la tête du client que l'assurance ça ne vaut rien, plus de couverture pour un prix plus compétitif, ça veut dire que c'est vraiment pas grand chose, et à côté de ça, moi, je viens de l'intermédiation à la base, et donc il y a une réalité sur le terrain qui fait que plus on a un produit complexe, plus on prend de temps pour l'expliquer, et donc on a à la fois une compagnie qui va pousser pour faire des ventes sur des produits qui des fois ont une faible marge, comme des produits d'appel comme l'habitation, mais des garanties à rallonge qui poussent de plus en plus à avoir des entretiens de 2 heures avec un client qui au final, non, je veux juste assurer ma maison. Est-ce que maintenant, avec l'émergence, on a un gros sujet avec la compliance. Est-ce que là, on n'est pas en train peut-être de se dire qu'on n'aurait peut-être pas dû
autant suréquiper des contrats sur des garanties qui sont parfois pas très utiles. Et maintenant, on a de nouveau un sujet de la compliance, donc on va lutter contre la fraude, et c'est beaucoup plus difficile de lutter contre la fraude quand on a un nombre de garanties très important sur un contrat à mobiliser. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes commercial. Vous aimez beaucoup la partie compliance, c'est ça? Compliqué. Et c'est toujours un sujet compliqué. Non, c'est effectivement un vrai sujet. Il n'y a pas de réponse. La base, et c'est là où il y a une grande importance de faire parler ces gens-là qui ne se parlent pas des masses encore suffisamment aujourd'hui. On est sur deux objectifs opposés. Il y en a un qui va faire son max pour se couvrir, et il y en a un autre qui a des objectifs de vente. Non mais, après, quand vous dites il faut pas suréquiper, je suis d'accord. Ah ouais, c'est pas les vendeurs qui conçoivent les produits, mais c'est ceux qui conçoivent les produits qui veulent se protéger dans un sens. Mais normalement, c'est là où il y a un vrai sujet de responsabilité. On ne doit pas continuer à travailler de manière totalement cloisonnée. Ça commence à évoluer. C'est-à-dire que le conformiste, il commence à... c'est ce que je disais tout à l'heure. Il commence à mieux comprendre. On ne va pas faire des vies ma vie non plus partout, mais non, mais c'est vrai, il comprend un peu mieux le problème du commercial. Mais le commercial aussi, le problème, il est que sur le terrain, vous avez dû le voir, bien souvent, on va vendre le moins cher pour vendre quelque chose. Mais ça non plus, c'est pas bon. Parce que du coup, effectivement, ça génère derrière du mécontentement. Je pense qu'il y a un vrai sujet d'accompagnement aussi des commerciaux sur le terrain. La pression du chiffre, de toute façon, elle n'est pas d'hier, elle est toujours présente. Mais aujourd'hui, en tout cas, ce qui change, par rapport à... je ne sais pas là où vous étiez, s'il y avait eu cette expérience-là. Personnellement, j'avais la chance d'évoluer dans une structure où on avait justement cet état d'esprit où, monsieur, si vous voulez vous assurer à ces conditions, je ne vous assure pas. On avait cet état d'esprit-là, donc c'était pas mal. C'est des lignes directrices d'entreprise qui sont fortes et qui doivent être tenues. Mais après, là, il y a un autre sujet. Je pense qu'il y a aussi le sujet managérial par rapport à ça. L'alignement, il part de tout en haut, il va jusqu'en bas. Et il doit être suivi à chaque niveau de l'entreprise. Aujourd'hui, il y a aussi un vrai sujet sur cet accompagnement-là. Donc, répondre à votre question clairement, est-ce que c'est une très belle question, mais tout part... Voilà, on a un sens commun, on a un objectif commun, et il n'y a pas différentes fonctions qui doivent ne pas se parler. Avant, elles ne se parlaient pas, maintenant elles se parlent, elles s'engueulent, et c'est vrai qu'on essaie, nous, beaucoup, dans nos et d'ailleurs c'est ce qu'on fait aussi avec vous, très clairement, à ce que ces échanges-là très concrets se fassent. On crée des comités d'échange, justement, très précis, produits, où ce n'est pas juste le chef de produit ou le product owner qui est le responsable. Non, c'est tout le monde. Ça paraît un peu utopique, mais il faut une logique collective. Juste pour résumer, est-ce que vous pensez que pour lutter contre la fraude, déséquiper les contrats, ça pourrait être une solution? Déséquiper les contrats? C'est-à-dire que d'avoir des contrats avec moins de garanties pour lutter plus efficacement contre la fraude? Aujourd'hui, alors peut-être plus sur certains domaines. En santé, il y a par exemple sur des contrats santé, il y a des produits très très modulaires où c'est très très compliqué de l'expliquer. Je ne sais pas comment on peut... il y a des centaines de combinaisons, donc je ne sais pas comment un conseiller peut arriver à présenter ça. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, avec les technologies d'aujourd'hui, on peut faire des scorings où on propose des choses adaptées, personnalisées. Après, je vais peut-être revenir à des notions de base. De temps en temps, il faut savoir aussi avoir la force de dire non, c'est celui-là et pas autre chose. Mais il y a tout derrière un management. Alors c'est vrai qu'on n'a pas... Ça pourrait être un autre sujet qu'on pourrait avoir ensemble. Il y a un vrai sujet derrière d'accompagnement sur cette force à avoir et dire non, moi j'ai proposé celui-là. Déséquiper, je ne pense pas que ce soit le sujet. C'est plutôt la présentation et la façon dont on l'amène. On l'a bien vu avec... aujourd'hui, vous allez en agence. On va prendre le temps de vous expliquer, du coup vous l'avez fait. On ne présente pas de la même manière en agence, à distance ou en ligne, pour simplifier la compréhension. Mais je pense que l'accompagnement, vraiment, de la personne qui vend, pour moi, elle est fondamentale pour présenter le bon produit au bon moment. Et il n'y a rien de mieux que la force du commercial, même de base, ayons pas peur de dire les choses, qui sait, voilà, lui, c'est pas le moment de lui vendre ça. Je
je sais que dans mon script, on m'a dit, tu dois faire de la vente croisée. Non, c'est pas le moment. Lui, il vient, il veut parler. C'est pas grave, c'est du temps pour plus tard. Alors, il faut pas être sur du court terme. Je ne réponds pas complètement à votre question parce que je pense que c'est pas juste jeu des équipes. Il y a effectivement, de toute façon, des travaux importants sur comment présenter plus simplement. C'est très compliqué le vocabulaire. Enfin, moi, ça fait 20 ans que j'y suis, il y a des trucs que je ne comprends toujours pas. Bon, peut-être qu'il faut que j'arrête. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il faut simplifier. Ça, je suis d'accord avec vous. Accompagner, se noter qu'il faut rappeler. Enfin, en tant que commercial, vous savez comment ça fonctionne. On les voit une fois, on se note qu'on le rappelle dans 6 mois, il y a les alertes qui nous le rappellent. Pour moi, la base, elle est là, elle est mieux connaître son client. Je ne veux pas dire il faut revenir à l'ancienne, on ne fait plus de téléphone, on ne fait plus d'Internet, mais l'échange, l'humain. Rien que ça, vous installez. Donc, quand on parle, moi, il y a un truc auquel je crois beaucoup, c'est cet échange annuel de quelques minutes, 30 minutes, je vous informe. Cette année, je fais un avenant à la baisse ou à la hausse. On prend confiance. Après, c'est sûr, les gens changent de poste et ce n'est pas le même interlocuteur. Mais bon. Merci beaucoup pour votre réponse. Tout à fait. Parce que si un client est content, peut-être qu'il y a plus de réclamations. Quand il y a plus de réclamations, il va réfléchir 2-3 fois pour votre produit aussi. Tout à fait. Tout à fait. Et alors, il y a des trucs qui sont énormes par rapport à ça. Quand vous avez un client mécontent qui fait un certain nombre de réclamations, on avait regardé ça une fois, on avait justement, comme vous disiez, des réclamations, des appels. Ben, ces gens-là, quand vous les ratez une fois ou deux, si vous les rappelez, vous avez un taux de transfo plus important pour suréquiper, alors qu'à la base, ils étaient mécontents. Ça, c'est un truc que j'ai halluciné. Soit il va quitter la compagnie, soit il va rester, mais la prochaine fois, il ne va pas faire déclaration, mais il va frauder. Oui, ou alors le client mécontent, il va aussi ne pas hésiter à en parler à son entourage. Oui. Donc un client mécontent, c'est 2-3 derrière, voire peut-être un peu plus selon le réseau. Tout à fait, comme je viens d'expliquer, en fait, des moments où il y a un mécontentement, là, derrière, en fait, s'il y a des réclamations sur réclamation, après, par la suite, peut-être la personne, il va dire, ben, je déclare, mais derrière, je fraude. Ben, en fait, comme ça, j'évite qu'il y ait une réclamation, il n'y a pas de lien de confiance, il n'y a pas de relation. Oui, c'est possible. Bonjour, moi c'est Mathilde. Je me posais 2 questions. Est-ce que vous pensez que l'image de l'assureur en général ne joue pas un rôle aussi pour légitimer cette fraude? Comme on connaît bien assureur-voleur, est-ce que ça ne donne pas envie aux personnes de voler le voleur, entre guillemets? Vous êtes en forme ce soir là. Il n'y a pas de deuxième question là. Après, je rejoins un peu mes camarades qui disaient que un vocabulaire complexe, des produits peu connus du consommateur qui l'achète, ça peut poser problème. Mais est-ce que la fraude n'est pas aussi une contrepartie, enfin le prix à payer pour le nombre de personnes qui vont souscrire un contrat, qui vont avoir un sinistre et qui ne vont pas le déclarer parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont assurés? Ah oui, d'accord. Ok, je ne connais pas mes garanties, c'est ça? Voilà, un client qui se va souscrire un contrat mais qui ne va pas savoir qu'il est couvert, du coup ne déclare pas son sinistre. Donc la fraude, est-ce que c'est pas aussi un peu ce prix à payer pour économiser autre part? Je vais essayer de répondre à la première, mais après ça engage que moi. L'image de, enfin, je le dis en toute objectivité, l'image de assureur-voleur, en fait, je pense que plus vous travaillez avec des compagnies d'assurance, et plus vous vous rendez compte que c'est pas du tout ça. Enfin, c'est hallucinant de voir, au contraire, de voir comment, nous, quand on travaille avec eux, il faut justement qu'on les calme par rapport à l'engouement qu'ils peuvent avoir quand il y a un sinistre. C'est monstrueux. Ils sont passionnés par ce qu'ils font et ils ont une réelle volonté de vouloir accompagner leurs clients. Donc, en fait, moi, du coup, je comprends plus qu'il y ait cette image une fois qu'on est, je ne vais pas dire passer de l'autre côté, mais un peu quand même. Donc, moi, j'ai vu des gens inquiets, pleurer même. Donc, il y a des campagnes de com qui commencent à faire un peu évoluer.
Et après, par rapport à ce que vous disiez sur le vocabulaire très complexe, je pense qu'aujourd'hui, l'objectif, il n'est pas encore atteint de rendre atteignable ce vocabulaire. Il y a encore un gros travail. Il y a des termes qu'il faut absolument mettre, qu'on pourrait ne pas mettre, parfois. Mais je pense que on n'est pas encore prêt. Enfin, je crois, je dis ça en toute humilité parce que je ne suis pas un spécialiste et je ne suis pas un assureur, mais ouais, je pense que des fois, il faut savoir simplifier beaucoup plus et pas imaginer que la personne qui vient va derrière réclamer ou. Voilà. Donc de là à dire que cette image, du coup, ils l'ont. Je pense qu'encore aujourd'hui, malheureusement, pour certains, oui, ça favorise. Ça favorise, mais il y a aussi ce manque d'écoute, ce manque de. C'est toujours des deux côtés. Il y a le commercial qui présente son offre, qui l'a fait peut-être un peu trop vite parfois, et il y a d'un autre côté le client qui n'a pas envie d'entendre parce que c'est pas le moment. Je le dis en tout, parce que moi ça m'est arrivé. Je m'en fous de la franchise. Voilà, je veux mon contrat tout de suite. Donc on revient à ce que disait Monsieur tout à l'heure sur cette notion de relation adhérent qui est fondamentale. Et j'ai oublié votre deuxième partie de question, qui était. La fraude, est-ce que c'est pas le prix à payer pour justement avoir des contrats complexes qui sont vendus et qui ne sont du coup non utilisés? On a un début de question avec l'étude où effectivement, très clairement, les services qu'on a à disposition dans un contrat, on ne le sait pas, on ne sait pas. Certaines garanties, on ne les connaît pas. Les franchises, on ne s'en rappelle plus. Donc, cette surprise-là qui intervient au moment du sinistre, il faudrait le travailler pour le faire comprendre que potentiellement, il y aura une mauvaise nouvelle à un moment donné et que si on avait payé peut-être, je ne sais pas quel montant, on n'aurait pas cette surprise-là. Mais bon, il y a un moment, on a un portefeuille, on ne peut pas non plus payer trop cher non plus. Donc, de là à dire que c'est le prix à payer, y aller un peu fort quand même. C'est une simple question, hein, Oui, je ne oui, connais pas, je ne suis pas du tout dans ce domaine-là. Ce que je trouve intéressant, et je pose la question aussi, parce que moi ça me fait me poser une question, c'est en fait la fraude, et c'est ce que tout à l'heure présentait Mathieu, mais quand est-ce qu'on est fraudeur? On ne le sait pas forcément. Est-ce que quand on ne déclare pas, parce qu'on n'est même pas au courant qu'on est couvert du fait de pouvoir avoir différentes assurances par différents assureurs ou couvert sous notre assurance habitation, notre assurance de notre carte bleue, dans le cas où en fait on ne le déclare pas, est-ce qu'on est à ce moment-là aussi considéré comme un fraudeur? Ça rejoint un peu la première question des peut-être 2 Français sur 10 qui en fait se considèrent comme le savent qu'ils le sont, et puis tous les autres qui ne le savent pas, mais on contribue aussi à la fraude en étant finalement pas informés de tout ce pourquoi on est couvert et en ne déclarant pas nous-mêmes des incidents ou des sinistres. Donc, voilà. Oui. Vous avez beaucoup insisté sur la réduction des conditions de la fraude et notamment sur l'accompagnement physique du conseiller, moins sur ce que permettent les nouvelles technologies, dans le sens que aujourd'hui un parcours dématérialisé permet un certain nombre de contrôles, notamment des documents, qui sont quand même très très poussés aujourd'hui, même si peu l'ont encore déployé, mais enfin bon, ça permet beaucoup de choses. Tout ce qui est l'exploitation, je pense que c'est le boulot de Shift, des données par l'intelligence artificielle et notamment l'exploitation des scénarios. Et puis une autre question que vous n'avez pas du tout abordée et que d'ailleurs très peu de gens abordent, c'est une fois qu'on a détecté une fraude, et alors qu'est-ce qu'on en fait? Combien d'assureurs portent plainte? Je serais curieux de savoir. Et ils portent plainte sur quel type de sinistre? La plupart du temps, ils ne portent jamais plainte en réalité. Alors pour répondre à votre question, je suis totalement d'accord avec vous, de manière générale, ils ne portent pas plainte. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous allez au juridique,
vous avez, il y a le risque pour le fraudeur, mais il y a le risque aussi pour la compagnie. Combien de compagnies sont prêtes, en tout cas je parle pour la France, à se mettre en danger d'aller devant une voie juridique vis-à-vis d'un fraudeur et de perdre. C'est jamais une très bonne image, parce que de manière générale, l'opinion publique, je dirais, a un petit peu, comme Madame disait, l'opinion assureur-voleur, pardon, tant pour moi, lapsus. Donc, j'ai pas la prétention de vous dire qu'il n'y a jamais de plainte, ça va dépendre des compagnies. Il y a des compagnies qui vont jamais au juridique, il y en a qui vont plus. On parlait du marché belge. En Belgique, la loi est différente, donc ils sont plus incisifs, on va dire. Ils ont plus tendance, je dirais, à refuser, même si certaines fois c'est un petit peu, on va dire, limite. En France, voilà, la loi étant ce qu'elle est, et elle est bien telle qu'elle est aussi également, parce qu'en tant qu'assuré, on est tous assurés à divers degrés dans la salle, on apprécie être protégé, la loi nous protège, et je dirais le soupçon d'être potentiellement un fraudeur, ça fait pas plaisir. Donc c'est bien quelque part qu'on soit protégé. Maintenant, vous dire combien de compagnies portent plainte, quels sont les taux, je dirais, de transformation en faveur des compagnies, je vais pas avoir la réponse, mais de manière générale, pour avoir géré de la fraude dans le passé, on évite autant que possible d'aller au juridique, parce que c'est pas jouer à la pièce, mais c'est risqué, on va dire. Je sais pas si ça répond à cette question-là ou. Oui, en particulier, je pense qu'il y a, en tout cas en France, il y a beaucoup de compagnies qui ne veulent pas prendre le risque de se retrouver dans un procès et de perdre, mais également de gagner, parce qu'il y a des compagnies qui n'assument peut-être pas forcément d'aller dans une voie judiciaire en disant nous on attaque les fraudeurs, et de le faire de manière publique. Parce que c'est le cas également. Ça va reprendre un petit peu la problématique des conditions générales qui sont pas assez détaillées ou trop détaillées parfois. On se retrouve dans certains cas où on ne sait pas, matériellement on se dit oui là, ok, les conditions générales disent tels événements sont couverts. Là, l'événement qui lui est arrivé à ce monsieur, dans quoi je le range? Et donc dans ce cas-là, à qui, j'irai de quel côté on va? Vous avez des assureurs qui vont dire là, vu ce que j'ai, je vais préférer tenter. Il y en a qui tentent. Il y en a qui vont préférer ne pas tenter. Ça va vraiment dépendre des compagnies. Mais là, vous êtes sur une question de litige, d'interprétation est-ce que ça rentre dans les conditions ou pas. Quand on parle de fraude, c'est une fausse carte d'identité, c'est des choses, c'est des paquets, c'est des excuses qui n'existent pas. Normalement, il n'y a pas de problématique d'interprétation. Quand il y a un problématique d'interprétation, il y a toute la procédure, médiation, etc. Juste pour compléter, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une approche différente des prestations de justice. Avant, on n'avait pas un comité exécutif qui nous dirigeait, c'est-à-dire, moi, de toute façon, sur les prestations de récupérer 5 ou millions. C'est-à-dire, analysez-moi mieux ce qui se passe, parce que on voit que les gens s'il y a moins d'entrées, regardez si les sorties sont bonnes ou pas. Donc, on voit en tout cas nous aujourd'hui apparaître de projets sur comment est-ce que je peux récupérer à des endroits où j'ai payé ou je n'ai pas payé. Renforcer tous les contrôles avant le paiement. Et la fraude est un des sujets. Donc en fait, cette approche-là, on le voit quand on est sollicité, c'est de plus en plus. Comme vous disiez tout à l'heure, aujourd'hui on travaille beaucoup sur les données et on commence aussi à travailler sur la fraude documentaire. Donc plus ça va, plus ça se muscle. Et il y a une réflexion sur identifier avant de payer. Pas complètement la question, mais dans le process, maintenant, on est en train de complètement de 3 clients qui nous demandent comment est-ce que vous pouvez, au moment où je vais numériser, indexer mon document, lancer aussi en parallèle le contrôle sur la pièce, sa conformité ou son support.
on va de plus en plus vers le contrôle au moment de... Je peux compléter aussi par rapport à ce que vous disiez sur le fait, et quand il y a la fraude, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas aussi de la part des assureurs, en termes d'image, un problème de dire on a pu en fait usurper l'identité d'un de mes adhérents aussi facilement, remplacer le RIB. Il y a peut-être aussi un enjeu au niveau du process initial. Par exemple, nous, on a pu le constater sur clients, où en fait la fraude était de pouvoir changer le RIB finalement trop facilement. Donc on veut accompagner les adhérents et leur permettre d'avoir des process plus, un parcours de vente simplifié, mais dans l'autre sens, ça provoque aussi des risques de fraude. Et dans ce cas-là, est-ce que c'est pas mettre son image aussi en risque de pouvoir dire mes assurés, c'est vrai que là pour réaliser la fraude, ça a été finalement très simple. Il y a peut-être un problème au sein de l'entreprise de la gestion des risques à ce niveau-là. Et donc là, décrédibiliser peut-être l'entreprise. On a aussi des sujets de gouvernance de ces décisions-là, vous disiez tout à l'heure, sur quel dossier je vais travailler. Et ça, c'est vrai que c'est des choses où on regarde comment mettre autour de la table un peu plus d'échanges sur ce dossier-là, c'est pas la peine. On avait un peu moins. Bonsoir. J'avais une question, en fait, c'était plutôt sur la matrice que vous avez pu faire pour les profils de fraudeurs et surtout le prix que ça coûte aux assureurs. Si j'ai bien compris votre matrice, grosso modo, il y a un petit peu plus de 60% des fraudeurs pour lesquels ça ne demanderait pas beaucoup d'efforts à l'assureur de les plus ou moins les faire disparaître. Il y a 20% supplémentaires pour qui c'est compliqué mais ça coûte pas très cher. Et un peu le nerf du truc, c'est les 17 derniers pourcents, c'est le fameux serial fraudeur et je me souviens plus de celui juste avant. Est-ce qu'on sait dire à peu près combien ça représente en termes de chiffres ou pas exactement? Okay. Même là aujourd'hui, c'est une analyse que nous on fait, qu'on pense peut-être qu'il pourrait servir. Spécifique bien personnalisé. Après, on n'a pas demandé le temps de D'accord, merci. Oui, bonjour, Dounia Bensada, Zurich, France. J'avais une question, vous avez parlé de la fraude à la souscription. Et en soi, à part de la prévention, quels sont les outils pour éviter ça et en fait, on ne peut pas éviter ça, je pense, parce que vous ne pouvez pas dire à un assuré, en fait, je ne vous assure pas parce que je pense que vous serez un futur fraudeur. Alors, en fait, ça peut dépendre des problématiques de compagnie que vous allez avoir. Donc, par exemple, l'exemple qui me vient en tête en premier lieu, vous avez des compagnies qui n'assurent pas les professionnels, qui assurent que les particuliers. Le fait de dire, attention, cette personne-là, elle est enregistrée comme étant, figurant dans le registre des VTC, et le véhicule potentiellement est un véhicule admis par Uber, Cabify comme étant un véhicule qui peut faire des courses. Ça peut être intéressant et dès la souscription ou en tout cas la prise de contact, vous pouvez dire, en tout cas envoyer une alerte en disant attention, potentiellement cette personne-là, ne la prenez peut-être pas dans votre portefeuille ou en tout cas demandez plus d'informations parce qu'il nous semble que c'est potentiellement un professionnel. Pour ce faire, on a une extraction du registre VTC. Effectivement, on peut pas, c'est pas marqué sur la tête des gens que c'est des potentiels fraudeurs, mais ça va dépendre vraiment des problématiques des compagnies. Par exemple, on avait le graphe là que j'avais partagé avec vous. Typiquement, si vous avez 10 personnes dans le réseau de fraude, en tout cas qui sont vraiment très poussées, je dirais qu'il y a vraiment une investigation qui est très poussée, et vous vous rendez compte qu'en fait, actuellement dans votre portefeuille, vous en avez 3 ou 4 autres qui ont le même IBAN, mais qui n'ont pas encore déclaré de sinistre. Alors oui, ça ne veut pas forcément dire que ça va être des fraudeurs, mais ça peut être intéressant pour l'assureur de dire, ok, il n'est pas encore passé à l'acte, mais moi ça m'intéresse parce qu'il a quelque chose en commun avec des personnes qui ont déjà fraudé. Et des choses en commun aussi fortes que l'IBAN, que le numéro de téléphone, que l'email.
ou une adresse ou des choses comme ça. Déjà en portefeuille, du coup. Oui, alors ça c'est pour les gens directement qui sont déjà en portefeuille, donc entre guillemets c'est peut-être trop tard, quoique si la personne cherche à souscrire au moment de la souscription, mais du coup on est vraiment à la limite, là du coup ce serait un petit peu trop tard dans ce cadre-là. Vraiment avant, ça va être des personnes qui ont, comme je disais, qui rentrent pas dans la grille des conditions d'acceptation de la compagnie, ou des personnes qui ont été résiliées pour fraude dans la compagnie dans le passé, et de dire attention Axel Petit, là il revient, mais pour information, il y a 3 ans, vous l'avez éjecté de la compagnie pour fraude, entre guillemets. Enfin, moi, c'est les cas qui me viennent. Et pour rejoindre votre sujet tout à l'heure que les assureurs n'allaient pas jusqu'au juridique, est-ce que vous leur donnez pas comme conseil peut-être d'y aller pour dissuader la fraude? Parce que je sais que c'est une mauvaise pub pour les assureurs d'aller au juridique. Ça les décrédibilise, ça fait peur à leurs assurés parce qu'ils se disent on peut les frauder facilement. Mais au final, les fraudeurs, ils le savent. Donc ils se disent de toute façon j'irai pas au tribunal, au pire c'est une amende et voilà. Ça va vraiment dépendre de chaque compagnie, et je dirais nous, en tout cas nous comme on est prestataires, l'idée c'est vraiment d'accompagner les compagnies. On peut faire des recommandations, des suggestions, ou dire de manière générale, sachez que vos pairs, vos collègues entre guillemets, autres assureurs, eux vont au juridique ou n'y vont pas. On peut leur faire des suggestions. Maintenant, ça dépend vraiment, comme vous le disiez, de l'image de la compagnie, de quelle direction la compagnie veut prendre. Et c'est un risque aussi de perdre le client. Donc, de la même manière, quand vous avez... alors c'est un peu terre à terre, mais quand vous avez une personne qui a un seul contrat et qui paye une cotisation à 500 € par an et qui est jeune contrat chez vous, alors c'est peut-être pas très bien, mais vous n'allez pas le traiter de la même manière que la personne qui a 15 contrats chez vous, l'exploitation agricole, les voitures des enfants, et qui est client chez vous depuis 10 ans. Même s'ils ont tous les deux incendié leur véhicule, il y a le commercial qui rentre en jeu aussi, et par extension, si vous rejetez quelqu'un, en tout cas si vous éjectez quelqu'un de la compagnie, vous perdez aussi la cotisation. Donc c'est un peu aussi la balance à évaluer, je dirais. Okay, merci. Bonsoir, Kitri des Déserts, Master 1 ENAS. J'avais une petite question. Vous avez parlé effectivement de l'implication des sociétés d'assurance par rapport au comportement des fraudes. Mais est-ce que vous pensez pas que les pouvoirs publics peuvent vraiment jouer un jeu, peuvent vraiment jouer sur le comportement des fraudeurs, et par des process comme on a pu voir de communication, ils peuvent pas effectivement limiter la fraude, et ce qui aussi impacterait dans le bon sens les compagnies d'assurance. Parce qu'en fait, pour l'instant, du moins à ma connaissance, moi j'en ai pas vu, et ça pourrait être un levier intéressant pour aussi bien les compagnies d'assurance que pour le particulier ou le professionnel, qui effectivement, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, pourrait frauder sans s'en rendre compte. Je vais répondre en partie. Oui. Moi, c'est Gilbert, donc je suis également étudiant à l'ENAS. Ma question sur le prolongement du rôle que peuvent jouer les institutions, c'est est-ce que la notation sociale, comme ça se fait en Asie, poussée par les pouvoirs publics, peut être un sésame de lutte contre la fraude en assurance? Ce que vous disiez, est-ce que ça peut être le sésame, mais c'est quoi le sésame que vous... Ça veut dire un outil qui permettrait effectivement d'être carrément hermétique en matière de lutte, parce que la notation sociale, je ne sais pas si vous connaissez ce concept en Asie,
c'est un système, un Big Brother qui permet effectivement de savoir toutes les opérations que nous pouvons faire, tous les billets d'avion, nos comptes bancaires, tout. En fait, c'est un système d'intelligence artificielle qui est capable en temps réel de centraliser toutes nos données, toutes nos opérations, de manière à ce que moi, assureur, quand je prends un risque auprès de vous, je suis certain effectivement que les informations, un, que vous me donnez sont fiables, deux, que dès qu'il y aura un sinistre derrière, je serai en mesure, au-delà de ce que vous allez me déclarer, de pouvoir recouper ces informations avec les outils que vous avez annoncés là, qui ne vont pas effectivement assez loin, en tout cas en Europe occidentale. La question c'est si les autorités, pour aller dans son sens, poussaient, les pouvoirs publics pouvaient pousser pour qu'on arrive là, est-ce que ce serait un vrai outil pour les assureurs? Moi, je serais tenté de vous dire oui, parce que en fait, la base pour détecter de la fraude, ou en tout cas lutter contre la fraude, c'est la donnée. Enfin, plus vous avez d'informations, mieux c'est. Maintenant, comme on l'a vu dans l'étude, est-ce qu'on est prêt à accepter que nos données personnelles soient de manière plus poussée, divulguées à grande ampleur? Est-ce qu'on est prêt à laisser, entre guillemets, des sociétés externes utiliser nos données et des données potentiellement sensibles? C'est un vaste sujet. Je pense qu'on est peut-être une centaine dans la salle, il y a peut-être 100 avis différents. Moi, pour lutter contre la fraude, je vous dirais, plus on a d'informations, mieux c'est certain. Maintenant, est-ce que moi, en tant qu'être humain, est-ce que je serais d'accord que l'on voit toutes mes transactions bancaires, mes billets d'avion, ce que vous disiez? Moi, personnellement, je ne serais pas d'accord. Maintenant, je n'ai pas de réponse, je dirais, uniforme à vous donner dessus. Pour lutter contre la fraude, ce serait un énorme outil, ça, on ne va pas se mentir. Maintenant, est-ce qu'on est prêt à accepter ça? Est-ce qu'on est prêt à donner nos données, entre guillemets, jusqu'à ce point-là? Ça dépend des pays. Vous avez le RGPD. Le RGPD n'est pas présent dans tous les pays dans le monde. J'aurais pas de réponse autre à vous apporter. Moi, pour lutter contre la fraude, ce serait parfait. Maintenant, en tant qu'individu, je n'accepterais pas qu'on ait accès à toutes mes données, par exemple. Pour répondre, moi, ce qui me vient par rapport à ce que vous disiez, c'est que c'est finalement, si les pouvoirs publics prenaient part dans cette lutte, là, c'est une lutte d'entreprise, enfin, mon avis sur la question, mais d'entreprise privée, elle pourrait à la limite prendre l'exemple de la sécurité sociale et défendre à la limite la fraude réalisée et les pertes, les conséquences pour la sécurité sociale. Mais sinon, est-ce que ça ne reste pas finalement un sujet à l'échelle du privé de ces entreprises et gérer la fraude de ces entreprises, tout comme d'autres entreprises, d'autres secteurs pourraient avoir leurs difficultés et des sujets de fraude, du coup pas sur leur contrat d'assurance, mais sur leurs produits ou je ne sais quoi. Donc, à la limite d'utiliser et de parler des pertes financières et des conséquences en lien avec la sécurité sociale et que les assureurs privés peut-être utilisent cette communication et se lient à cette communication, pourquoi pas, mais il y a le risque de dire pourquoi est-ce qu'ils prendraient parti pour ce sujet et cet acteur privé des assureurs et pas sur d'autres sujets finalement qui touchent d'autres entreprises de fraude sur d'autres sujets. Voilà J'avoue que j'avais une approche assez généraliste du sujet. Donc que ce soit effectivement, je pense que la sécurité sociale est un levier très intéressant. Mais c'est vrai que je voyais la fraude de manière très générique et pas uniquement centrée sur l'assurance. Sur la fraude en général. Et en fait, voilà, est-ce que vous pensez que les pouvoirs publics pourraient aider à effectivement une diminution de la fraude, peut-être par un appui, par un cas concret de la sécurité sociale? Et par quels moyens ils pourraient faire ça, effectivement, ce qui bénéficierait à tous les pôles, que ce soit les assureurs, les banquiers, la sécurité sociale, aussi bien donc services publics que privés. En plus, c'est vrai que ce qui est compliqué, comme on l'a vu avec la matrice, c'est qu'il y a parmi les fraudeurs, la communication ne sera peut-être pas la même. Il y en a qui vont plus être sensibles à la sanction, d'autres, après, la dissuasion peut toujours aider ou l'accompagnement, mais la communication devra être adaptée au profil de fraudeur selon le type de fraude. Donc,
Après, nous, je pense qu'on n'a pas de réponse absolue. Personnellement, c'est mon avis sur le sujet. Mais est-ce que c'est pas aussi culturel d'un pays à l'autre? Peut-être que la fraude ne sera pas pratiquée. Je pense qu'on n'a pas les mêmes taux de fraude je vais pas comparer deux pays, mais voilà, entre deux pays, on n'aura peut-être pas le même type de fraude et la même fréquence. Donc là, c'est un sujet peut-être, plus presque de sens social ou politique. Je pense pas qu'on ait la réponse ce soir sur le sujet, mais voilà, en tout cas, l'avis qu'on peut partager. Bonsoir. Issane en licence. Je voulais vous poser une question. Tout à l'heure, lors de votre présentation, vous disiez que vous avez créé une plateforme puissance d'aide à la décision basée sur l'intelligence artificielle. Et je suppose pour lutter aussi contre la fraude à la souscription. Mais c'est quoi exactement? C'est un logiciel? C'est un OCR pour la reconnaissance de caractère optique? C'est quoi exactement? Oui, alors donc ça va être un logiciel qui va être à la disposition des assureurs, donc nos assureurs clients, qui va les alerter donc qui va envoyer des alertes sur des scénarios précis. Donc pour prendre un exemple comme ça, une souscription récente, donc l'assuré a un sinistre dans les 2 mois après sa souscription, par exemple. Donc on va envoyer une alerte à l'assureur avec un score plus ou moins élevé. Les alertes ayant des scores les plus élevés, ça sous-entend que le risque d'une fraude potentielle est plus élevé qu'un score plus bas. Et nous, en fait, on va travailler donc les données internes, donc c'est-à-dire on va aller regarder les données internes à la compagnie. Donc on va essayer de recroiser les entités. Donc on va dire par exemple, concrètement, on a Axel Petit et Alex Petit qui habitent à la même adresse. C'est peut-être la même personne. Si vous voulez, c'est peut-être une seule et unique personne. Donc ça, c'est vraiment la partie de données interne à la compagnie. On va reconstituer les entités et dire c'est potentiellement 2 fois la même personne et on va alerter là-dessus dans un cadre de souscription par exemple ou un cadre de sinistre, et on va aller ajouter ce qu'on a vu par la suite, donc les données externes, donc des données qui ne sont pas propres à la compagnie. Donc ça va être notamment le fichier des personnes décédées, ça va être le registre des VTC, des choses comme ça. Et c'est pas quelque chose qui est fixe et stable. En gros, dès qu'on a vendu, je dirais, la solution au client, ça s'arrête, ça évolue pas. Non, ça évolue systématiquement. On a une bibliothèque de scénarios qu'on voit avec le client au moment de la souscription du contrat. Ça n'empêche pas de modifier les scénarios au vu des performances de certains scénarios, d'ajouter de nouveaux scénarios à notre initiative parce que on a détecté chez un autre client français qui avait ce type de problématiques, ou chez un client belge ou un client espagnol par exemple, ou ça peut venir également de la part de l'assureur. Donc l'idée vraiment c'est de répondre aux problématiques de l'assureur, des assureurs clients chez nous, afin de les alerter, ou en tout cas de leur envoyer des alertes qui leur servent à quelque chose. Si nous on leur envoie des alertes sur les incendies qui se passent dans le 72, mais que ça les intéresse pas du tout de voir des dossiers où il y a des incendies dans le 72, nous, ça nous fait plaisir, mais je dirais l'intérêt derrière, c'est qu'il y ait une transformation et que l'intérêt pour l'assureur, c'est de détecter la possible fraude et qu'il y ait une action qui soit prise derrière. C'est vraiment collé à la problématique de l'assureur. Merci. Je vais revenir en arrière, rebondir sur la juste précédente intervention. Est-ce que aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, est-ce que les acteurs de place considèrent que les arrêts de travail de complaisance sont une fraude? Et vous, d'ailleurs, vous en pensez quoi? Moi, je suis plus spécialisé sur l'IARD, l'auto, l'habitation, donc je pourrais vous bricoler une réponse, mais honnêtement, je suis pas qualifié dessus, c'est pas tellement mon domaine. C'est une problématique qui existe. Ça, on l'a vu notamment dernièrement avec les problématiques de Covid, et ça se répand. Et malheureusement, les gens ont plus la facilité qu'avant, ou ont plus la tentation qu'avant de modifier potentiellement un arrêt de travail, comme Mathieu le disait, changer le nom, ou d'exagérer, de rajouter un petit peu de jours en plus. Maintenant, comment c'est traité, etc. J'aurais pas de réponse. On en est là aujourd'hui. Très clairement, nous, ce qu'on
Après, en tant qu'employeur, j'aurais peut-être pas la même réponse. Mais non, enfin, très franchement, aujourd'hui, c'est pas on n'en est pas là dans les échanges qu'on a aujourd'hui dans comment renforcer la lutte contre la fraude. On est plus sur les process, on est plus sur l'automatisation, sur tout ce qu'on a décrit. De ce que je vois, je peux que vous dire ce que je vois très concrètement. C'est pas des sujets qu'on a abordés nous récemment, en tout cas. On prend encore une question, si vous en avez. Et sinon, on passe au cocktail. Je vais revenir sur le logiciel que vous avez présenté et évoqué tout à l'heure. C'est que, est-ce qu'il prévient, il alerte l'assureur après la souscription ou avant la souscription ou lors de la découverte pour la souscription? Parce que pourquoi j'ai par exemple les assureurs par exemple pour l'auto, quand la personne il souscrit un contrat auto, après ils interrogent tout ce qui est par exemple la GIRA et tout ça pour vérifier les informations des conducteurs. Est-ce que ça croise par exemple les données d'AGIRA ou d'autres données ou pas? Alors les données de la GIRA, non. Donc ce que vous dites, c'est relatif à la solution que nous on a par rapport à la souscription, donc qui est différente de la solution de détection de fraude. La détection de fraude, c'est par essence, une fois que vous avez un sinistre qui est déclaré, nous on va envoyer une alerte. Maintenant, si le client n'a pas la solution de souscription, en fait, il faut qu'il y ait un sinistre pour que nous on envoie une alerte, si vous voulez. Si par contre le client prend la solution de souscription, effectivement, nous, on peut envoyer une alerte sans qu'il y ait un sinistre et dire attention, il y a un problème parce que cette personne-là, elle est décédée et elle souhaite s'assurer chez vous. Attention, cette personne-là, elle souhaite s'assurer chez vous et elle est potentiellement inscrite au registre VTC. Mais c'est deux choses différentes, en fait. Enfin, c'est deux solutions différentes et il faut, en fait, pour qu'on alerte avant le sinistre, qu'il y ait la solution souscription, en fait, chez nous. Si vous alertez avant le sinistre, ça veut dire que vous avez des données des différents assureurs. Pourquoi pas de ne pas développer, par exemple, quelque chose qui collecte les données des différents assureurs? Comme ça, la personne, quand un assuré se représente chez un assureur, lors de la découverte et la collecte des données et même des pièces, soit des particuliers ou des professionnels, directement il a l'alerte pour dire non, attention, on va pas dire le logiciel il va prévenir le commercial pour lui dire attention, c'est un fraudeur ou c'est un risque de frauder, et tout de suite en fait on va dire est-ce qu'on accepte ou on refuse pour dire non, on prend pas votre risque par exemple. Alors en fait, les compagnies de manière générale ne souhaitent pas spécialement divulguer, enfin en tout cas échanger leurs données les unes avec les autres. Donc nous on a un dispositif chez nous, donc qui est interne à Shift, qui s'appelle ECLA. Donc c'est une base de données européenne de nos clients, donc des clients Shift qui acceptent de participer à ce dispositif-là. Donc on a des clients français, belges, suisses et allemands qui travaillent là-dessus, enfin en tout cas qui acceptent de participer au dispositif. Et nous, on peut, dans le cadre de la souscription, dire attention, assureur A, Axel Petit qui vient chez vous, il y a un petit problème parce que lui, il était chez un de nos clients qui est l'assureur B et qui accepte aussi de partager, en tout cas en partie, ses données avec Shift. Cette personne-là, elle a été résiliée, ou en tout cas, elle a eu 3 sinistres sur les 6 derniers mois, ou elle a eu un vol il y a 2 mois. Mais ça, en fait, c'est à la main des assureurs et nous, on peut pas, si vous voulez, croiser sans demander aux assureurs leurs données comme ça. C'est une relation de confiance, c'est des environnements sécurisés qui sont individuels et on peut pas décider comme ça de notre propre chef de dire assureur A, assureur B, assureur C, en fait, on va tout mélanger et on va tous vous envoyer des alertes comme ça. Faut vraiment en fait qu'on ait un accord écrit des assureurs pour accepter en fait de partager leurs données, et c'est sur un scope en tout cas assez limité et des données uniquement sur des véhicules et pas sur des personnes. D'accord. Parce qu'il y a le RGPD, le règlement pour la donnée, qui aussi
limite la possibilité de communiquer les données des adhérents ou que ce soit sur leur sinistre, sur tout ce qui a pu se produire en tant qu'adhérent. À partir du moment où ils résilient, le RGPD réglemente aussi toute cette partie transmission des données. Les adhérents ont le droit à l'accès de leurs données, le droit à la portabilité, mais leurs données ne peuvent, enfin en tout cas, normalement peuvent difficilement être transmises d'un assureur à l'autre. Parce que, par exemple, les banques, ils ont un moyen de se communiquer entre eux. Mais surtout, par exemple, vous avez, par exemple, pour le livret A, vous n'allez pas l'ouvrir dans plusieurs banques, par exemple, ils se communiquent, ils savent, en fait, pour tout ce qui est produit, tout ce qui est crédit, qu'est-ce que vous avez ailleurs et aussi. Ils ont une consultation entre banques. Pourquoi les assureurs aussi se communiquent? Parce que là, par exemple, comme il y a certaines personnes dans la salle qui a parlé, peut-être le pouvoir public pourra aider aussi à avoir certaines informations. Maintenant, on a mis en place le fichier de véhicules assurés, il y a la GIRA, il y a peut-être pourquoi pas de ne pas croiser pas mal de données pour essayer de voir, en fait, d'éviter les fraudes lors de la souscription, pas lors d'un sinistre ou avant un sinistre, par exemple. C'est avoir effectivement les données qui peuvent être croisées, et puis comme ce que disait Axel, si les assureurs sont prêts entre eux à se communiquer ces données qui peuvent être peut-être stratégiques ou qui peuvent peut-être... il peut y avoir deux sujets derrière, c'est le côté partage de données entre assureurs et le type de données qu'ils peuvent partager de leurs assurés ou anciens assurés. Parce qu'une fois que l'adhérent n'est plus chez eux, ils ont quand même l'obligation au bout d'un certain temps de tout supprimer, de ne plus rien avoir dans leur base de données. Donc ça peut limiter la possibilité de partager. Peut-être après, c'est une question juste d'image il y a un blocage chez les assureurs en termes d'image, parce qu'en fait, ils s'observent entre eux, parce que comme ce qui s'est passé, par exemple, durant la pandémie, et ils ont laissé voir en fait comment ça va se passer avec AXA aux jurisprudences pour voir un peu après comment ils vont indemniser et tout ça en fait. Ils s'observent entre eux en fait, ils veulent pas divulguer les fraudes qu'ils ont. Peut-être c'est une question d'image de marque. Peut-être aussi. Ouais. Après, ça dépend, c'est la force on va dire, des assureurs, de l'image de marque des assureurs et aussi des assurés aussi. Par exemple, vous allez chez les professionnels, je vais donner un titre d'exemple, par exemple les taxis. Les taxis, ils sont forts, ils sont relationnels entre eux. Si demain vous allez dire que tel taxi est un fraudeur, ils se communiquent entre eux et ça y est, franchement, ils vont sortir de portefeuille et c'est parti, vous avez perdu les clients. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Serena